Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Clément Leminck, le fondateur de HR Nerd. Clément va se présenter. Salut Clément. Salut Florent. Merci d'être venu en Bretagne. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation. Ah, c'est cool de venir jusque par chez nous, dans notre belle région bretonne et d'avoir profité d'un déplacement chez notre partenaire commun HelloWork pour le coup. Exactement. On va échanger tout à l'heure, bien sûr, dans l'instant. Clément, tu es un peu le RH qui fait rire, toi, aujourd'hui. Tu as débuté chez Warner Bros, chez Ubisoft, chez Partout, avant de monter ton propre projet qui mêle humour, gamification et ressources humaines. On va revenir un peu sur ce mélange des genres. Tu revendiques haut et fort produire du contenu. Et là, je te cite, RH pour les non-RH et non-RH pour les RH. Mm-hmm. On reviendra sur ce point, ce que ça veut dire. Et puis, on va explorer ensemble comment l'humour peut devenir un levier RH, comment aussi les séries ou le jeu viennent booster, par exemple, la formation, et surtout comment tout cela s'inscrit dans la vision ou ta vision du futur de la fonction RH. En tout cas, un grand merci encore, Clément. Merci à toi, Florent. Bon, alors, en cette fin d'année, comment vas-tu déjà ? Bah, en vrai, très très bien. Là, je viens un peu en Bretagne, on a de la chance, on a du soleil. Non, mais c'est pas de la chance, il fait toujours bon en Bretagne. Non, mais non, mais vous avez. Non, mais ça, c'est vraiment quelqu'un de non-breton qui. Ouais, mes parents sont en Bretagne, hein. Mes parents sont dans le Finistère. Moi, je vais faire la Bretagne pour les non-bretons et. Ouais, c'est ça. Et la non-Bretagne pour les Bretons. Non mais ouais, donc trop bien, trop content et puis heureux parce que ça fait un moment qu'on se disait qu'il faudrait enregistrer un épisode ensemble et trop content du coup qu'on puisse faire ça enfin quoi. Bon, alors je sais pas si tout le monde te connaît, Clément. T'es présent sur LinkedIn, t'es quand même relativement présent. T'es pas quelqu'un qui fait des posts tous les jours, mais t'en fais régulièrement. T'as aussi des présences événementielles dans des webinars, dans des shows, et tu vas nous en parler. Mais comme tout le monde te connaît pas, déjà la question que j'ai envie de te poser, quand t'étais étudiant, est-ce que tu t'imaginais vraiment bosser dans les RH ou c'était vraiment un hasard ? Ah, excellente question. En plus, c'est une thématique sur laquelle j'adore répondre parce que, alors, ça dépend ce qu'on appelle étudiant, mais étudiant, c'est post-bac, oui. Jeune, je vous avoue, je pense qu'il n'y a aucun enfant en primaire qui dit à la question qu'est-ce que vous voulez être plus tard RH. Moi, à mon avis, c'est très très rare. Pour l'anecdote, moi, à cette question-là, je répondais milliardaire. Et ça faisait beaucoup rire mes professeurs. C'est bien ça. Mais c'est rentier, milliardaire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? J'étais milliardaire. Je pense que j'avais pas encore compris le concept des métiers et de comment ça marche et qu'être riche n'est pas un métier, mais j'avais compris que c'était cool d'avoir de l'argent, donc c'était mon objectif. C'est vrai, t'approches du côté milliardaire ou... Pas encore. Là, il y a du chemin à faire. Tous les jours, tu t'en rapproches, mais encore du boulot. Voilà, je m'en rapproche petit à petit, mais j'en suis encore très 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 loin. Okay. On va pas se mentir. Non, et surtout, j'ai revu mes objectifs parce que sinon, je pense que je serais pas devenu RH. Celles et ceux qui nous écoutent peuvent témoigner. Je pense qu'on est tous très très loin du milliard et même du million. Et donc non. Au bout d'un moment, j'ai voulu faire des RH. Pourquoi ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes notes. Quand tu as des bonnes notes en France, on te dit fais un bac S, fais une prépa, fais ceci. Je me suis laissé guider jusqu'au moment où
J'ai dit bon, c'est mignon, mais la science, moi, ça m'intéresse pas. Et donc mon premier choix, c'était de dire je veux plutôt aller vers la gestion d'entreprise. Ça m'intéresse plus, ça a l'air plus sympa. Et j'ai ouvert, du coup, j'ai fait quelque chose que très peu d'enfants, je pense, font en France. Mais je suis allé sur le site de l'ONICEP et j'ai lu les fiches métiers. Ça existe encore l'ONICEP? Ouais. Donc comme quoi, dédicace à l'équipe de l'ONICEP s'ils nous écoutent, il y a des gens qui vous lisent. Et en lisant, j'ai découvert la fiche métier de RH. Je l'ai lu et c'était une révélation. J'ai dit je veux faire ce métier. C'est le super-héros du quotidien des gens qui travaillent. Et c'est vrai que quand tu y penses, réfléchissons-en ensemble une minute. Tu offres des opportunités de boulot aux gens. C'est quand même via leur boulot qu'ils gagnent leur vie, qu'ils payent leur loyer, la nourriture, les études de leurs enfants. Via leur boulot, potentiellement, qu'ils rencontrent l'amour, ou au minima des amis, etc. On s'est tous fait des personnes hyper proches via le boulot. Tu es garant du bien-être, de la sécurité physique et mentale des salariés. Tu leur offres des évolutions en interne, des opportunités de formation. Bref, j'étais en mode, mais c'est le meilleur métier au monde. Moi, j'ai des parents qui viennent pas du tout du monde de l'entreprise. Donc, quand je leur ai dit, je vais être RH, ils m'ont dit, bon, très bien, mon garçon, fais ce que tu veux, du moment que tu es heureux, c'est tout ce qui nous importe. De bons parents, des bonnes valeurs. Bisous, papa, maman. Et du coup, c'est plus tard où j'étais confronté, quand je dis au reste de ma famille, il y a des gens qui m'ont dit, ah non, mais Clément, tu vas pas faire RH. T'es gentil, toi. Tu vas pas licencier des gens. Et j'ai dit, mais on n'a pas lu le même métier. Moi, RH, ça m'a l'air trop stylé. Et donc, je suis arrivé. En fait, j'ai eu ce moment où j'avais une fourche et où je me disais soit je vais pas vers les RH parce qu'on me dit qu'apparemment c'est un métier de méchant, parce qu'apparemment il y a le DRH de Air France qui se fait arracher sa chemise parce que tu vois, soit j'y vais parce que moi j'ai lu ou compris un métier que je trouve stylé et je veux le faire à cette façon et montrer qu'on peut être RH et faire des choses bien et chouettes, etc. Et j'ai opté pour la deuxième option. Et c'est ce qui fait que dès étudiant RH, j'ai voulu faire des RH. Je suis arrivé sur Paris, je connaissais pas du tout ce monde de nouveau. Mes parents sont pas du monde de l'entreprise. Mon père est traducteur écrivain, ma mère bossait à la médiathèque de Chasseneuil-du-Poitou. Donc rien à voir. Et donc je suis allé faire des événements RH. Près de Poitiers? Ouais, près de Poitiers, ouais. Putain, je connais un autre qui est, qui est Poitevin, là, Léo Bernard. L'ami Léo, ouais, on vient du même coin. D'accord, vous connaissiez avant à Poitiers? Vous faisiez des fêtes de RH à Poitiers? Alors, mon rêve, mais non. Mais pour le fun fact, j'ai toute une histoire là-dessus. Ma rencontre avec Léo, on s'est rencontrés à Paris sur des événements RH. Je pense qu'on était les deux seuls étudiants parisiens qui faisaient des événements RH quand ils étaient déjà étudiants. On est devenus potes et c'est 2 ou 3 ans après, lors d'un déj, qu'on s'est rendu compte que, on venait tous les deux de Poitiers, et 2, que Léo a quand même été 8 ans en couple avec la sœur de mon meilleur pote. Et qu'on a failli se croiser 1 milliard de fois à Poitiers. Genre, moi, je connaissais l'existence de ce Léo-là, mais on s'était jamais croisé à Poitiers, on s'est rencontrés à Paris. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Toujours. Le monde est très petit. Et donc voilà, et donc étudiant, j'ai eu ces convictions. Donc tu fais tes études de RH? Ouais, études de RH à Paris. Beaucoup d'événementiel RH dès en fait mes premières années étudiantes. D'ailleurs, j'étais connu à travers ça à la base. J'étais suivi sur Twitter, puis sur LinkedIn, et je t'ai vu sur des événements et tout quand j'étais encore étudiant. Donc pour moi, en vrai, c'est un moment fort là d'être invité. C'est intéressant tout ce que tu dis, parce que c'est-à-dire que pour les étudiants et les étudiantes qui nous écouteraient, ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle vers de la RH, sortez, rencontrez, allez à des events, etc. Et c'est pas si courant que ça, hein, effectivement, de voir des étudiants, des étudiantes RH à des événements RH qui souvent s'interdisent. Alors, il peut y avoir des événements payants, donc je peux comprendre l'aspect budgétaire, mais quand c'est gratuit, qui s'interdisent, mais moi je suis pas un professionnel, je suis qu'un étudiant, mais étudiant c'est un statut, c'est pas un job. Donc je pense qu'il faut oser, quoi. Carrément. Et à Paris, pour le coup, des étudiants gratuits, il y en a plein. Ouais, il doit y avoir d'événements. Donc on peut en trouver sans problème. Et j'en profite pour remercier aussi, parce que j'ai fait un master de GRH à l'IAE Paris-Est, le master qui est dirigé par Michel Barabel, et qui est mon mentor, que j'adore, que tu connais très bien. On salue Michel. Et d'ailleurs, alors tout le monde ne voit pas, mais tu te coiffes comme Michel. Oui, je suis en train de... Tout le monde me fait la blague, du coup les gens me disent, c'est tellement ton mentor que tu es en train de... On fera une photo tous les deux pour tout le monde, et vous verrez, il se coiffe comme Michel Barabel. Voilà, je commence à avoir les cheveux qui poussent comme Michel. Et pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui m'avait fait le retour inverse, qui a dit Michel, depuis qu'il te fréquente, il se met à mettre des sweats à capuche. Genre, Michel se clémentise, Clément se michélise. Donc voilà, bon exemple aussi de collaboration intergénérationnelle. Et Michel qui donne vraiment envie à ses étudiants, et aujourd'hui encore, de sortir, de faire des événements. D'ailleurs, ça fait partie des projets du master, de même créer des événements. D'accord. Et ça, je trouve que c'est hyper inspirant, et je pense que plus de programmes devraient faire ça, pas qu'un RH, dans tous les programmes, d'encourager les étudiants à aller voir ailleurs, chercher ailleurs, se renseigner, découvrir. Et même quand on est en poste, même vous qui nous écoutez et qui êtes en poste, aller échanger avec des pairs, en fait, c'est incroyable. incroyable.
Ouais, il faut rester tout seul. Ouais, on va tellement plus vite. Genre, j'en sais rien, je veux bosser sur une charte télétravail. En fait, j'ai forcément des pairs, des anciens camarades de promo et tout qui l'ont déjà fait. Je vais gagner un temps fou en repartant de leur charte et en la réadaptant qu'en commençant de zéro, quoi. Voilà. Ou en demandant à ChatGPT qui va te faire un truc un peu bof. Voilà. Ok. Et donc, c'est là où tu vas chez Warner. C'est comment ça fonctionne? Ouais, je vais chez Warner. Trop sympa. C'est stylé, je trouve, de bosser chez Warner quand on est étudiant, enfin, qu'on sort d'études et qu'on fait son premier job RH. Comment tu arrives à avoir. En plus, tu me disais que tes parents sont pas dans cet univers. Ah ouais, zéro piston, beaucoup de passion et beaucoup de chance. Ouais. Le recrutement, je pense qu'on a beaucoup de recruteurs, recrutrices qui nous écoutent, c'est quand même beaucoup de chance. Hein. C'est l'adéquation entre un job qui est parfait pour quelqu'un et quelqu'un qui est parfait pour ce job, quoi. C'est comme l'amour. C'est genre, il y a plein de gens qui peut-être ça aurait marché, mais on n'était pas dispo en même temps ou autre. Il y a plein de jobs qui auraient pu nous plaire, mais on n'était pas dispo à ce moment-là. Et donc, ouais, beaucoup de chance. Et puis, moi, j'ai toujours beaucoup aimé quand même le divertissement. Quand j'étais plus jeune et étudiant, moi, mon métier étudiant est assez original, puisque j'étais pigiste. J'écrivais dans des magazines de jeux vidéo. T'es gamer. Et ouais, j'étais plus qu'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je peine à trouver du temps. Mais j'ai beaucoup joué. Ouais, j'ai fait de la compétition aussi en ligne, du jeu vidéo. E-sport un peu. Ouais, du e-sport, exactement. Okay, et même à niveau un peu international aussi. Donc, c'était très, très cool. Et du coup, grâce à, en fait, le fait d'avoir joué un peu à niveau compétitif a fait que j'ai eu des entrées pour après écrire dans ce monde-là. Okay, je comprends. Et je pense que ça m'a aidé. Enfin, c'est pas j'ai pas eu un piston ni rien. J'ai vraiment candidaté au job. Je pense que si en RH, il y a peut-être moins de gens qui sont attirés par le divertissement que en marketing ou sur les métiers créa. Mais ça m'a sûrement aidé, le fait d'avoir déjà un peu d'expérience corrélée à un milieu, parce que Warner fait aussi du jeu vidéo, hein, même si on pense forcément au film, ils ont aussi du jeu vidéo. Donc là, tu commences chez Warner. Je commence chez Warner, RH généraliste, je fais un peu tout. Hein. Okay. Warner en France, c'est une filiale 250 collabs, donc quand t'es en RH là-bas... En fait, c'est une PME. Ouais, c'est ça. PME, donc tu fais tout, tu fais la com interne, tu réponds aux questions des collabs sur les remboursements de tickets resto, de transport, tu fais le recrutement. Donc là, découverte, alors j'avais fait des stages en cab, mais découverte du recrutement en interne pour le coup. Et puis tout ce qui est un peu plus dev RH et tout après, échange avec les managers, gestion, enfin vraiment RH de proximité, quoi. Ok. Ensuite, tu quittes Warner pour Ubisoft. Ouais. Tu restes dans le jeu vidéo un peu? Ouais, du coup je quitte le cinéma pour le jeu vidéo, parce que même s'il y avait un peu de jeu vidéo chez Warner, je reste dans le divertissement. Et là, je passe sur de la chefferie de projet RH. Donc, c'était vraiment ma volonté d'aller plus dans de la réflexion, strat, etc. Et donc là, je passe d'une filiale pour Warner au siège pour Ubisoft. Donc, je suis dans le rôle inverse. Les gens que je détestais du siège, ça va parler à des gens là. Vous savez, ces gens du siège qui arrivent et qui disent alors maintenant, on va faire comme ça, la strat, c'est ça, qui nous impose tout et qui connaissent rien à nos réalités locales. Moi, en plus, c'était des Américains quand j'étais chez Warner, donc vraiment, ils comprenaient même pas le droit français. Là, c'était l'inverse. Et je me dis, vu que j'ai vécu ce que c'est que d'être en filiale, je vais essayer d'être intelligent et de pas venir imposer des gens avec une vision siège, mais plutôt trouver une vraie collaboration et intelligence entre les deux. Donc là, trop cool. Plein de projets, la chance d'aller à l'international aussi avec Ubi. J'étais au Canada, en Roumanie, en Chine. Et donc, tu as travaillé plusieurs mois dans ces pays? J'ai fait des missions à chaque fois avec des objectifs, parce que moi, je venais vraiment en fait épauler des équipes RH et les accompagner sur des points de douleur qu'ils avaient pour essayer de solutionner des problèmes. Donc souvent, c'était des missions 3 semaines, 4 semaines dans ces pays-là pour venir en renfort, en fait, comprendre le problème, analyser, co-construire un truc avec eux, déployer, et puis après, s'assurer que nous, on puisse avoir un reporting, des métriques ou autre au siège pour suivre un peu l'évolution, quoi. Ok. Voilà, c'était trop cool. Ok, et ensuite tu quittes l'univers du divertissement pour une start-up, je crois, c'est Alors, ça? Pas encore. Non. Ensuite, je pars. Donc, j'étais passionné d'innovation RH, je continuais de faire plein d'événements et tout. Et il y avait un acteur qui avait émergé en France il y a quelques années avant, qui s'appelait le Lab RH, qui s'appelle toujours le Lab RH. Ça s'appelle toujours le Lab RH, ouais. Et je les avais rencontrés, on se voyait souvent sur des événements. Et une des personnes qui était là depuis le début, Alexandre Delmas, qu'on salue aussi, part. Il gérait toute la partie startup, scale-up du Lab RH. Il cherche un remplaçant, il pense à moi et ils me disent Clément, est-ce que ça te tente? Cool. Et à moi, dilemme. Ouais. J'ai d'un côté mon amour d'Ubisoft que j'adore, qui est une boîte où on me donne plein de responsabilités, et de l'autre, un job unique en France et dans le monde, gérer un écosystème de startups dédié au RH. Et moi qui adore l'innovation RH, je me dis, il n'y a pas de job en France qui te mette plus proche de l'innovation RH que ce job-là, quoi. Et donc je réfléchis beaucoup et je me dis, bon, en vrai, Ubisoft, je suis pas indispensable, c'est une grosse boîte, ils n'ont pas besoin de moi, etc. Et c'est très cool, mais je pourrais vivre des expériences similaires dans d'autres boîtes, tandis que le Lab RH, c'est une expérience unique, une occasion unique dans ma vie. Donc je pars au Lab RH.
et je deviens responsable de l'écosystème startup scale-up du LabRH. Tu dis ça depuis que tu es parti. Ubisoft, ils vont un peu moins bien quand même. Ouais, ils vont un peu moins bien. Je pense que c'est directement corrélé, très clairement. C'est clair, ton départ a entraîné une chute des chiffres d'affaires et des, on va dire, des relations managériales chez Ubisoft. Ouais, il y a eu des petits scandales depuis que je suis parti. Un gros scandale. Ouais. On plaisante, on leur souhaite en tout cas au RH d'Ubisoft de tout le meilleur dans cet univers un peu difficile, je pense. Ils font de leur mieux, il y a quand même plein de gens très chouettes dans les équipes. Donc le LabRH, donc là tu vois l'univers startup. Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, au-delà de l'intérêt que tu as pour l'innovation RH, qu'on peut comprendre et qui peut effectivement rendre ce poste chouette, intéressant et attractif, avec du recul maintenant, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté de travailler au LabRH dans ta vision des ressources humaines? Déjà, je pense que tu gagnes vraiment 1 an au moins d'avance sur les sujets d'Inno RH. Parce que tu rencontres des acteurs quand ils sont tout petits. Donc des acteurs dont aujourd'hui on parle beaucoup, tu vois, des Lucas, des Payfit, tu vois, ou même Factorial. Je me souviens, Factorial, moi, je les ai rencontrés, c'était vraiment une petite boîte en Espagne qui commençait à se dire « Ah, ça marche bien en Espagne, on a des ambitions, tu vois. » Là, c'est vraiment un des gros acteurs européens du SIRH. Et donc, tu as plein de boîtes comme ça. Tu vois, je me souviens, j'avais rencontré Picon qui faisait des baromètres qui ont été rachetés par... qu'est-ce qui a racheté Picon? C'est un des gros SIRH. Je suis incapable de te dire. C'est qui les grosses boîtes dans les RH? Il y a ADP, il y a... Cégide? Oracle. Je me demande si c'est pas Oracle qui les a rachetés. Mais bon, bref, qui ont été rachetés par un des gros. Donc, plein de boîtes comme ça. Et toi, tu les vois au tout début. Et tu te dis, tiens, ils ont l'air prometteurs et tout. Et quelques années après, tu vois les levées de plusieurs millions, les rachats, les trucs. Je le savais, tu vois. Toi qui voulais être milliardaire, tu pouvais pas mettre des sous dans toutes ces boîtes-là? Alors, j'aurais pu. J'en ai vu beaucoup courir aussi. Je sais que toi, tu contribues pas mal aussi à investir dans la HR Tech. Ouais, je le fais un peu moins en ce moment, mais je l'ai fait une époque pas mal. Donc, j'aurais pu. Après, à l'époque, j'étais pas non plus hyper riche. Je le suis toujours pas non plus. Je suis loin de mon objectif de milliardaire. Mais il faut aussi avoir les sous à investir. Mais ça aurait pu. Et donc, tu gagnes beaucoup d'avance sur l'Inno RH. Deux, en vrai, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'expositions quand tu es au LabRH et tu rencontres énormément de monde. Donc moi, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui sont devenus des amis, des gens qui sont devenus des collègues, des gens qui sont devenus des associés sur certaines missions ou autres où on peut travailler ensemble. Donc c'est trop chouette. Et puis moi, ce que ça m'a fait découvrir aussi, c'est vraiment l'entrepreneuriat. En fait, j'ignorais tout de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est aussi d'avoir échangé avec autant d'entrepreneurs qui m'a donné envie plus tard là de lancer ma boîte. En fait, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Genre, le niveau de liberté que tu as de proposer ton truc, de construire quelque chose, je me suis rendu compte que ça m'animait de fou, quoi. Et à mon avis, ça m'a vraiment aidé dans ma direction, même si entre les deux, il y a une dernière expérience dont tu parlais, parce que j'ai découvert ce monde des startups et je me dis, je veux vivre ça de l'intérieur. Les hyper-croissances, ça a l'air d'être des challenges de fou. Et j'ai Partout qui m'a approché quelques années après. Partout qui était une scale-up qui est toujours française. Donc scale-up, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les startups en forte croissance, qui dépassent les centaines de collaborateurs et qui du coup lèvent beaucoup d'argent, ont des ambitions internationales, etc. Donc un peu le stade 2 de la startup, scale-up, et puis le stade 3 étant la licorne, valorisée à 1 milliard, qui est vraiment l'objectif ultime de beaucoup de startups. Et quand je les ai rejoints, on était une centaine, 150 collabs, et on est passé à 450 en 2 ans, quoi. Donc vraiment hyper croissance, et avec tout à mettre en place en RH, c'était fascinant. Et après, je me suis dit, bon là, il est temps, je veux monter ma boîte. Donc là, on est fin 2024, tu quittes Partout, à peu de choses près. Et là, tu crées ton entreprise. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur, pas tant sur l'aspect entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui te motive réellement pour te dire, tiens, je vais quitter le métier de RH dans une organisation CDI, quelle qu'elle soit, que ce soit des grands groupes ou de la start-up, ou une association comme le Lab, pour créer ta propre activité. Et comme je crois en plus que tu aimes faire pas mal de choses, tu fais ça, je crois, en parallèle de prof, de donner des cours en RH. Ouais. En fait, je suis impressionné parce que tu es super jeune. Et non, mais moi, moi, je vois des profs, des fois, c'est des vieux, machin. Je suis fils de prof. Et non, mais voilà, tu te dis, waouh, mais c'est très jeune. Parce que t'as pas attendu 2024, je crois, en plus, pour donner des cours. Ouais. Donc, c'est un côté side business que tu as depuis assez longtemps. Qu'est-ce qui t'anime pour se dire, allez, maintenant, je lance mon activité? Ouais, donc déjà, alors il y a ce côté-là. Ça fait 5 ans que je donne des cours, donc ça faisait déjà un moment que je donnais des cours. Et il y avait un vrai enjeu d'équilibre vie privée, vie perso, ou plutôt vie privée au pluriel. Parce que je donnais des cours, je commençais à être sollicité pour des conférences, des formations, parce que j'écrivais
depuis quelques temps sur LinkedIn. Et puis après, je suis devenu LinkedIn Top Voice, etc. Donc pas mal en vue. Donc des opportunités là-dessus. Et moi, je trouvais ça tellement intéressant que je disais un peu oui à tout. Mais du coup, je me dédoublais, quoi, parce que j'étais dans une boîte en forte croissance qui était très demandeuse en temps. Donc je bossais 5 jours sur 5 dedans. Et du coup, c'était le soir ou le week-end que je préparais mes contenus. Et je posais des jours de congé pour faire mes interventions ou mes cours. Donc en fait, après, j'avais plus de congé quand je voulais aller en vacances. Donc je t'imagine ça peut être risqué quand même en termes de santé mentale. C'est ça. Et puis même la vie privée à l'époque avec mon ex, d'ailleurs, on est plus ensemble. Tu vois, c'est peut-être significatif. Mais c'était compliqué. Et puis même avec les amis, la famille, etc. Donc il y a ça. Et d'ailleurs, c'est presque une belle histoire, mais l'électrochoc, vraiment l'ultime, ça a été mon frère qui me l'a fait. On avait programmé un truc un week-end et j'annule un peu en dernière minute, enfin la veille pour le lendemain, en disant écoute, je suis désolé, il faut que je finisse un support pour une conférence, j'annule. Et il me répond en me disant écoute Clément, ça me saoule, c'est toujours comme ça avec toi, t'es jamais dispo, c'est toujours ton travail. Moi, ça me fait me poser une question de est-ce que je compte vraiment pour toi, pour que ton travail compte plus que moi, tu vois, alors que je suis ton frère. Et là, waouh, électrochoc, et je me dis, mais c'est vrai, pourquoi je fais ça? Mon frère, il est plus important que mon boulot, c'est mon frère. Et en plus, j'ai déjà un boulot où je suis payé, donc c'est même pas pour l'argent, donc pourquoi je fais ça? Je pense qu'il y a une vraie curiosité intellectuelle, mais en tout cas, il y a un équilibre à rétablir. Et là, je me dis, il faut que je fasse un arbitrage. Soit j'arrête l'émission en side, soit j'arrête partout. Et ça coïncide avec un timing où je fais partout. On a atteint du coup les 400 collabs. Là, on va plutôt stagner. Moi, ma mission, c'était accompagner l'hypercroissance et mettre en place tous les process RH d'évaluation de la performance, d'évolution, de grille salariale, de parcours du coup, de mobilité interne, etc., etc. Tout ça, c'est fait. Et donc, mon job, ça va devenir plus d'entretenir ça. Et donc là, je me dis, c'est peut-être le bon moment pour partir et tenter de continuer ces activités en parallèle, mais pas cumuler vraiment 2 jobs à temps plein, quoi. Ok. Et donc là, tu crées The HR Nerd. Ouais, The HR Nerd. Pourquoi? Parce que je me qualifie souvent de nerd DRH. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ou familières, nerd, c'est un peu le synonyme de geek, quoi. Le geek DRH. J'ai toujours été curieux, j'ai toujours été passionné d'innovation RH. Donc pour moi, ça faisait sens, quoi. Ok. Aujourd'hui, tes valeurs. C'est quoi tes valeurs qui te guident dans tes choix professionnels? Et qu'est-ce qui est important pour toi en RH sur lequel tu ne veux pas déroger? Alors, première valeur dans mes choix à titre perso, que ce soit RH ou autre chose, c'est m'amuser. C'est-à-dire, ça fait sens avec tout ce dont on va parler, mais moi, je ne conçois pas de faire un boulot, et malheureusement, il y a plein de gens dont c'est le cas, et je les plains, de faire un boulot dans lequel je ne m'amuse pas, dans lequel je ne suis pas épanoui, dans lequel je suis triste, dans lequel... donc, j'ai la chance de pouvoir faire un boulot, parce que tout le monde n'a pas cette chance, faut rétablir ça aussi, c'est pas juste une question de volonté, parfois, c'est une question de chance et de possibilité, mais moi, j'ai la chance de pouvoir faire un truc qui m'amuse, donc déjà, faire un truc qui m'amuse. Et puis après, mes valeurs, je pense que c'est de créer de la valeur ajoutée, de faire des vraies choses. Tu vois, on parlait un petit peu avant quand on discutait de temps en temps, quand on écrit pas mal sur LinkedIn, on est contacté pour faire des posts sponsorisés ou autre. Et je dis, moi, ça m'intéresse pas trop de faire des posts sponsorisés. Je préfère créer du contenu. Un livre blanc, un webinar où on apporte de la vraie valeur aux gens. Je trouve ça plus cool que faire une espèce de pub déguisée dans un post LinkedIn, quoi. Et je pense que mon audience LinkedIn, elle m'en voudrait si je faisais des posts sponsor. En tout cas, voilà, moi c'est pas, donc ça c'est pas ma vision. Donc c'est vraiment une valeur de créer du contenu, apporter des choses et puis apporter du concret aussi, je pense. J'étais pour avoir fait beaucoup d'événements, parfois fatigué d'avoir des événements où tu as des gens qui arrivent, ils ont des trucs hyper inspirants, mais en fait très langue de bois, très bullshit. Et en fait, tu n'as rien d'applicable, rien de concret, rien de... Moi, j'aime bien donner des exemples qu'on pratique, qu'on voit des choses. Est-ce que c'est ce fameux contenu RH pour les non-RH et non-RH pour les RH que tu produis? Et pourquoi tu utilises d'ailleurs ces expressions? Ouais, c'est intéressant. Pourquoi j'utilise ces expressions? Parce que ça, j'ai vu ça sur ton site web, tu vois, j'ai inventé. RH pour les non-RH, c'est assez simple. C'est qu'en gros, je pense que le monde RH, il est hyper intéressant pour plein de gens. Et notamment, ma cible principale sur ces sujets-là, ces 3 cibles, ça va être des managers, des entrepreneurs, entrepreneuses, ou dirigeants ou dirigeantes, et des étudiants, étudiantes. D'accord. Donc, je pense que ça, ce sont des profils pour qui ça apporte beaucoup de choses de connaître les RH. Et je pense que derrière les sujets RH, c'est très vaste, mais il y a plein de trucs qui sont trop importants. Moi, par exemple, d'avoir appris l'art du feedback, comment faire un bon feedback, et d'avoir accompagné des situations conflictuelles en entreprise, ça m'a tellement apporté dans ma vie perso aussi sur comment gérer des conversations difficiles avec sa compagne, avec sa famille. Donc, il y a plein de ponts que je trouve évidents. Et non RH pour les RH, ça c'est ce qui intrigue plus généralement.
Et petite référence à Léo, du coup, on en parlait parce que lui, il en parle beaucoup avec Élise dans leur formation recruteur, où ils disent qu'ils cherchent à faire des recruteurs T-shaped. Donc, T étant un socle commun. Et du coup des maîtrises qui viennent de d'autres mondes. Et moi c'est un peu pareil, cette notion de T-shape, j'en ai régulièrement parlé aussi, de dire en fait il faut un socle commun, il faut aller chercher des compétences dans d'autres métiers. Ça veut pas dire qu'on sera expert de ces compétences, mais c'est qu'on sera capable d'appliquer ces compétences à notre métier. Donc ça va être quoi? Des exemples très concrets par exemple. Ça va être la data pour les RH, Okay. Ça va être l'IA aujourd'hui pour les RH, ça va être le marketing pour les RH et la communication pour les RH. J'ai vu trop de boîtes où les RH font des trucs canons, mais ils savent pas communiquer dessus, ils savent pas le vendre. Oui, personne ne le suit. Je suis bien placé pour le savoir. C'est un peu ce qu'on fait, tu vois. C'est ça. Tu vois, donc c'est vraiment aller chercher même tu vois de la finance pour les RH. Genre les RH, combien de RH ils vont voir leur codir, leur argument c'est de dire faudrait qu'on fasse ça parce que ce serait bien pour les employés, ou les employés seront contents. C'est pas un discours qu'un codir il va écouter. Vraiment, je te dis, alors aujourd'hui, on a un turnover qui nous coûte tant. Le fait de pas avoir de parcours onboarding structuré, ça fait qu'on perd 20% des gens dans les 3 mois qui suivent leur arrivée dans la boîte. Ça, on estime le coût à tant si on va regarder. Là, tu parles argent. Et là, dire un coût qui coûte 50 000 euros aujourd'hui en prenant un outil qui coûte 5 000 euros, moi, je peux le combler. En gros, ils entendent, on économise 45 000 euros. Et c'est ça le discours qu'il faut avoir. Et certes, c'est bien pour les gens, mais le codir, il parle argent, il parle pas gens. C'est pas facile à entendre quand t'es RH et comme beaucoup, tu as rejoint ce métier-là parce que, alors je caricature, mais t'aimes les gens, tu vois. Et tu te dis, mais faut que je parle euro et pas forcément le langage, mon langage en fait. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que là, la phrase la fin justifie les moyens se tient, tu vois. Si à la fin on fait du bien aux gens, c'est ok de passer par un discours sales, quoi. Ok. Et pendant qu'on est dans le vocabulaire, tu parles de divertissement RH. Je vous les guillemets, divertissement RH. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que ce sont quand même des fois des mots qui peuvent être pas forcément... c'est un peu atypique comme combinaison, si tu veux. Tu l'imagines pas forcément. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le divertissement RH? J'aime bien le mettre en anglais. Les mots anglais, ça sonne toujours plus marketing, n'est-ce pas? Le HR-tainment, donc l'entertainment, divertissement. RH, HR, je parle que breton, moi, je suis navré. Tu peux me le traduire en breton? Ouais, il y a des mots que je peux pas. Et donc, divertissement RH, qu'est-ce que je mets derrière? L'idée, c'est d'aborder des sujets RH. Alors, pourquoi RH? Parce que moi, c'est mon expertise métier. Je veux pas faire du divertissement finance, mais je pense que ça aurait son application. Et d'utiliser les codes du divertissement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où notre attention échange, où on est habitué à avoir des contenus qui utilisent de plus en plus des codes du divertissement, des réseaux sociaux, etc., etc. Et je pense que ça devient un super média et moyen d'aborder des sujets même professionnels et techniques. Voilà. Et puis au-delà de ça, moi, je fais aussi du stand-up, de l'humour, des blagues sur le monde du travail, sur les RH. Je fais un grand spectacle en avril au Grand Rex. Là, je prépare une tournée, janvier-février 2026. On va aller à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, pour faire des blagues avec un plateau d'humoristes qui viennent tous et toutes du monde des RH. Ah oui, carrément, quoi. Ouais. Ok. Tu peux en citer des exemples, tu vois, moi, parce que j'en ai en tête, mais ça se trouve, ils sont pas dans ton plateau, donc je vais pas me fâcher. Qui soit très très connu. On parlait de Léo. Léo, il a cofondé une boîte avec Élise Moron. Alors, elle n'est pas humoriste, mais elle est intervenue sur mon premier événement et elle se prête au jeu et à l'exercice. Mickaël Sayad, qui a fait Recruiters in the House avec Rassam, qui pareil se prête à l'exercice. Donc eux deux, ils sont moins expérimentés, ils découvrent un peu, mais je suis aussi là pour les accompagner, avec les autres humoristes sont là pour les accompagner, leur donner des clés. C'est intéressant. Et les humoristes, du coup, ce sont là tu cites par exemple typiquement de personnes qui sont dans le milieu RH et qui vont aller vers l'humour. Mais est-ce que tu as des personnes qui sont dans l'humour au travail, dans l'humour RH, mais qui ne sont pas forcément RH d'histoire ou de formation? Il y en a, pas sur mon plateau, mais il y en a. On peut penser à Adeline Pérez, on peut penser aux télétravailleurs, on peut penser à Marc Rouget, on peut penser... Il y en a pas mal. Lucie Carbone. Et moi, ma volonté sur ce plateau-là, c'était vraiment d'avoir des personnes qui sont passées par le métier. Et qui, du coup, peuvent vraiment te parler de leur vécu. Et là, il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus sur les réseaux, mais qui sont très chouettes. Sur mon plateau, on a Claire Coric, qui est... qui était chez Mistral, je crois qu'elle a fini sa mission là en RRH. On a Laure de la Vallée qui était chez Benebono. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Et on a Pauline qui, elle, était en mission chez Pollen, et je sais plus où elle est là. Je crois qu'elle a pris qui est RPO, qui a pris une autre mission. De toute façon, vous pouvez retrouver tout le monde sur mes publics qui étaient sur LinkedIn, que vous retrouvez assez facilement, à mon avis, sur le Work Comedy, à la Work Comedy Night, et là bientôt sur le Work Comedy Tour. Et donc là, pour le coup, ce sont vraiment des gens qui font aussi de l'humour à côté. Laure, elle joue très régulièrement dans des comedy clubs, etc.
Et pourquoi tu penses que l'humour aujourd'hui fonctionne pour faire passer des messages quelque part un peu sérieux? Ouais. Parce que les gens qui viennent à ton spectacle, ça peut être des RH, mais ça peut être aussi des non-RH du coup. Tu vois, tu parlais des étudiants, des managers, des dirigeants, des gens qui taffent, quoi, en fait. Il y en a des millions en France. Donc c'est un peu ouvert à tout le monde? Ouais, alors. Ou est-ce oui que et non. Ouais, ok. C'est-à-dire, moi, je joue aussi dans des comedy clubs, et quand je joue dans des comedy clubs, je fais des blagues ouvertes à tout le monde, etc. Parce que, comme tu le dis, tout le monde travaille et tout le monde peut les comprendre. Sur le War Comedy, c'est vrai que je m'amuse un peu plus à cranter un point un peu plus RH, parce que je sais que mon audience, elle est très RH. Okay. Et là, parfois, on va utiliser un peu du jargon. Donc, en vrai, tout le monde peut venir. Mais les gens qui sont pas de la fonction, il y a une ou deux blagues où ils risquent de pas comprendre. Ils vont pas rire. Après, ramener vos conjoints-conjointes, c'était un truc trop drôle qui m'avait surpris, c'est qu'il y a plein de RH. Je me dis, en fait, je prends 2 places et je viens avec mon mari ou ma femme. Et comme ça, il ou elle va mieux comprendre mon métier et rire de mon métier. Et ça marchait trop bien. Et vous leur expliquerez les blagues qu'ils ont pas, quoi, et les références qu'ils ont pas. Alors, mais pour revenir à la question, pourquoi l'humour fonctionne bien, à ton avis? Pourquoi l'humour fonctionne bien? Parce que ça permet de décristalliser des sujets de tension. Tu vois, il y a rien de mieux comme média que l'humour pour parler des sujets d'actualité lourds. Tu vois, moi j'ai l'impression que la moitié du temps quand j'entends parler de Trump, c'est dans le quotidien ou par un humoriste ou mais parce qu'en fait derrière il y a des réalités qui sont assez tristes, dures, pas très drôles finalement. Et en fait le fait d'en rire, ça nous permet de décristalliser ces tensions et finalement après de pouvoir aborder le sujet. Et ça marche aussi sur les sujets du travail. Ok. Et tu utilises des limites sur ce dont on peut rire un peu au travail ou pas? Alors, quelle limite tu te rire, parce que quelque part, est-ce que tu caricatures le métier RH, tu te moques du métier RH, tu te moques des situations RH? Comment est-ce que tu touches les RH? Parce que l'objectif c'est aussi, enfin moi je sais pas, si j'ai un spectacle, j'ai envie de passer du bon temps évidemment, de rire parce que c'est bon pour la santé, mais aussi en même temps j'ai envie d'apprendre des trucs. Tu vois. Donc comment est-ce que tu fonctionnes en termes de limites? Alors je moque de tout le monde déjà pour répondre à cette question-là. Donc si on vient, il faut quand même avoir le sens de l'humour. Ouais, bah oui, mais l'autodérision, quoi. En fait, on est tous capables de reconnaître que parfois, tu vois, il y a des choses tout bêtes, mais le jargon d'entreprise, par exemple, c'est un des sujets sur lequel j'ai un sketch. En vrai, tout le monde sait très bien que c'est vrai que parfois en entreprise on dit des trucs qui font aucun sens, quoi. Ou le franglais en entreprise, quand on a attends, il faut que je book un call, c'est vrai, ça fait aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, quoi? On a les mêmes mots en français, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'anglais pour ces mots-là? Tu vois, c'était pas des mots complexes. Donc ça, en vrai, tout le monde a de l'autodérision là-dessus et est capable de rire, enfin, en général, ou sinon vraiment. Venez pas, quoi. Oui, non, mais ça, venez vraiment pas, parce que si ça vous fait pas rire, c'est embêtant. Donc c'est aborder des sujets comme ça. Sur la question de peut-on rire de tout en entreprise ou autre, non, pas nécessairement. Et je pense que, et ça c'est un truc que, pour le coup, que je déconstruis beaucoup, c'est souvent on me dit ah ouais, du coup tu penses que les blagues en entreprise c'est bien et tout. Je dis attention, pour le coup il y a plein de situations en entreprise où pour moi l'humour est dangereux, notamment parce qu'en entreprise il y a quelque chose d'assez particulier qui est que très souvent on a des relations de pouvoir entre les gens. C'est-à-dire un manager ou une manager a le pouvoir potentiellement de me licencier ou de me mettre une évaluation de performance. Donc en fait on n'est pas sur une relation équilibrée de pair à pair, quoi. Et pareil, entretien de recrutement, moi je recommande pas aux recruteurs recruteuses de faire des blagues parce que le candidat est déjà dans une situation de stress et la blague peut être mal interprétée, sauf que vu que vous êtes dans la position de pouvoir, la personne va se sentir obligée un peu de rire ou d'entrer dans votre jeu, ça peut créer quelque chose de très négatif. En revanche, avoir un temps dédié comme là un spectacle où on sait qu'on vient faire des blagues, en fait on crée le cadre, on sait que là on est dans un cadre où on rigole, on n'est pas 100% sérieux, et donc là ça fonctionne. Et là, il y a plein de sujets qu'on peut aborder qui parfois sont de nouveau des sujets un peu complexes, qu'on ne sait pas toujours aborder, de management toxique, par exemple. Tu vois, Adeline Pérez, elle fait ça trop bien, de parler, elle a fait un super bouquin là-dessus. Son livre est juste, mais le livre à lire. Parce qu'effectivement, moi je l'ai lu, pour le coup, management toxique, le sujet, il peut être très lourd. Et en fait, la manière dont elle le raconte dans son livre et les tips qu'elle donne avec les différents types de managers toxiques que tu peux rencontrer, c'est en même temps très concret et en même temps tu as le smile quand tu le lis. Carrément. De fou. Et je trouve qu'elle a réussi quelque chose de dingue. D'ailleurs, j'ai vu récemment, elle s'est lancée dans des conférences, tu vois, j'avais pas vu. J'ai vu ça sur LinkedIn il y a pas très longtemps. Elle était stressée, elle a fait des posts extraordinaires où elle montre qu'elle est stressée, où elle intervient en public. Trop bien. Tu regardes ça. Bah ouais, surtout que moi, c'est Adeline, si tu nous écoutes, elle le sait. Je l'avais approchée, j'avais trop envie qu'elle vienne jouer sur notre plateau du War Comedy. Donc, écoute, je vais lui écrire, parce que si elle se met à le faire, peut-être qu'elle sera intéressée pour monter sur scène avec nous. Et effectivement, son livre qu'on vous encourage à lire, où elle prend le truc à revers, parce qu'en fait, c'est un guide
pour les managers toxiques. Donc c'est un peu, bien évidemment, c'est de l'humour, le prenez pas au premier degré, mais ça permet d'adresser le sujet avec de l'humour. C'est intéressant le côté premier degré. Est-ce que tu penses que les RH ont globalement peur du second degré ? On a un métier qui est très complexe. En fait, on manipule beaucoup de données, d'informations sensibles dès lors qu'on touche à la carrière, au salaire de gens, voire même à leur performance. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où la première question qu'on nous pose quand on nous rencontre, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Donc, notre travail, c'est ce qui nous définit. Alors moi, je rêve d'un monde où on ressort un peu de ça, mais c'est une réalité. Et donc, quand on est RH, vu qu'on a un pouvoir là-dessus, sur le travail, donc sur ce qui définit les gens dans la société, on manipule de l'info sensible. Et je pense que c'est pour ça que les RH ont peur peut-être parfois de l'humour ou du second degré. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils en sont dénués. Les RH sont des êtres humains derrière leur métier de RH. C'est juste qu'ils ont un métier qui parfois les force à prendre une posture et de la distance. Parce que sinon on meurt dans ce job. C'est un job où parfois on est confronté à des situations super dures et c'est aussi une technique de survie de savoir prendre un peu de distance. Et tu penses qu'un bon RH devrait savoir faire un peu rire ou sourire à minima ? Je sais pas. Je pense que ça dépend des situations. Déjà, un bon RH en fait est capable de lire la situation, la salle et les personnes, et du coup de s'adapter. En revanche, je pense que apporter du rire à cette fonction qui justement est stressée au quotidien et vit plein de trucs durs, c'est leur offrir une soupape de soulagement, quoi, et pour soupirer un peu et sortir de ça. Et c'est un des objectifs que j'ai avec ce spectacle, de leur offrir un moment où ils peuvent prendre du recul et rire de situations qui malheureusement sont parfois vraies. Voilà. Il y a une situation que tu pourrais nous raconter qui est dans le spectacle sans aller dans le détail de la chute. Non, il y a plein de trucs. On va parler d'entretien de recrutement, on va parler de management toxique, on va parler de brief managers parfois catastrophiques dans le recrutement ou de managers qui tu parles de l'entretien annuel. Pour le moment, j'ai pas de sketch sur l'entretien annuel, mais ça fait partie des sujets sur lesquels j'aimerais bien noter des trucs. C'est un bon sujet, je pense. Mais tu vois, on parle de plein de choses comme ça. Tu vois, en fait, les vues ou les propos parfois subjectifs, parfois discriminatoires, parfois qu'on a tous vécu. Donc sans citer bien évidemment de personnes ou de situations particulières, bien sûr, c'est des sujets dont on va parler et qui la font rire, mais où en vrai dans la fonction on sait tous que c'est des situations auxquelles on a pu être confronté, ou en tout cas où on connaît des pairs qui ont été confrontés. Il y a des sujets comme ça, tu vas parler d'entretien, la gestion des départs aussi, l'offboarding. Offboarding, même onboarding. Onboarding, c'est catastrophique. J'ai un sketch là qui est en cours d'écriture sur l'onboarding et où je raconte autour de moi un de mes onboarding qui a été lunaire, quoi. Lunaire, qui commence déjà avec la manager qui t'a oublié et t'attends 30 minutes dans le hall ton premier jour, t'es giga stressé. Puis après, elle vient te chercher, elle fait par contre, je suis en réunion toute la journée, tiens ton poste de travail. Vraie histoire qui m'arrive. Tiens ton poste de travail, je te laisse configurer ton mot de passe, on se voit ce soir. Configurer un mot de passe, ça prend 10 secondes. À peu près, ouais. J'ai configuré mon mot de passe. Sauf être vraiment pas geek. J'ai configuré mon mot de passe et j'étais au milieu d'un open space, elle m'avait présenté à personne. Elle était pas là et j'étais en mode, je fais quoi ? Ça va être long cet après-midi. Et tu vois, et en plus, j'ai quand même eu des réflexes. Genre, je me suis dit, je vais ouvrir Internet, on va voir s'il y a l'intranet ou autre qui s'ouvre. Parfois, c'est le cas. J'ouvre la page Internet, j'ai Google. La page d'accueil. Je fais, bon, ok. Je me dis, je vais regarder dans les fichiers partagés, tu sais, les dossiers. Et là, je vois que je suis connecté à aucun réseau local. Il n'y a pas de fichier. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis sur un ordi, il n'y a rien. Donc je me lève, je prends mon courage à deux mains, je parle à la personne en face de moi, je fais salut, je viens d'arriver dans l'équipe de un tel. Et bon, elle est en réunion toute la journée, je sais pas quoi faire et tout. Est-ce qu'il y a un intranet, un endroit où je peux consulter ? Et elle me fait bah oui, ouvre ton navigateur, tire sur l'intranet. Je fais alors j'ai un premier problème, c'est que j'ouvre, ça marche pas. Elle me fait c'est simple, va voir le service IT. Ils sont où le service IT ? Et elle me disait c'est simple, tu vas à gauche puis à droite, puis là tu tournes sur toi-même, tu sautes 3 fois en créant le mot de passe et la porte va et vraiment c'est ton premier jour et rien ne va, quoi. Et la journée a continué comme ça, donc je suis en train d'écrire un sketch où je raconte cette première journée qui était une angoisse totale, quoi, avec la pause déj où tout le monde se lève et part et toi tu dis qu'est-ce que je fais ? J'ai pas envie de manger seul, je sais pas où manger, est-ce que je suis des gens, est-ce que je leur demande, c'est hyper intimidant, quoi. La première fois où tu dois aller aux toilettes de la journée, tu réalises que personne t'a dit où étaient les toilettes. Tous ces trucs horribles où un bon onboarding le prévoit. Je pourrais te raconter des anecdotes sérieuses, mais que tu peux transformer en humour. Avec grand plaisir. Que l'on vit chez nos prospects ou chez nos clients. C'est assez... ça laisse des traces des fois. Ouais, mais c'est pareil, ça c'est un projet que j'aimerais bien faire tôt ou tard, de faire un appel à témoignages un peu de gens et d'écrire un sketch où je me contente de raconter des histoires. Et j'en ai déjà des incroyables qu'on m'a raconté dans des événements ou autres. Tu veux que je t'en raconte une ? Allez, tiens, je vas-y. Mais véridique, je ne citerai pas le nom de la boîte. Onboarding, boîte du BTP et un PME.
Et quand tu es recruté par la RH, qui est la femme du dirigeant au passage, et tu as un déjeuner le premier jour avec le dirigeant. Donc c'est plutôt chouette, machin. Dans l'idée, c'est bien. Bah, sauf que, et je vous jure que c'est vrai, sauf qu'à la fin de ton premier mois de salaire, sur ton bulletin, tu as une retenue sur salaire de ton repas, où soi-disant tu étais invité par ton boss, mais tu as aussi sur ta retenue de salaire le repas du boss. Excellent. Tu crois ça ? Je crois parce que tu me le dis, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Voilà, et là, quand on te dit ça, la première fois, tu dis c'est des conneries. Et que les gens te montrent leur bulletin de paye, leur premier bulletin de paye, tu dis il y a un problème. Je vais aller voir le DAF et voilà. Bref, en parenthèse, mais donc il y a des trucs de ouf qui arrivent dans des boîtes et on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible et si ça arrive quoi. Ouais, donc, ça m'étonne pas. Voilà. Bah écoutez, s'il y a des gens qui nous écoutent et que vous avez des anecdotes contactez Clément, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, Clément Leminck. Je serais trop ravi d'avoir. Tiens, d'ailleurs au passage, même si on n'a pas fini le podcast, si moi je t'entends sur ce podcast et que j'ai envie d'avoir mon propre show, t'es ouvert à d'échanger avec des gens qui auraient envie de créer leur propre spectacle et qui n'oseraient pas le faire tout seul, par exemple. Ouais, carrément. D'en parler avec toi, évidemment. Quoi. Ouais, dans les deux sens. Moi, j'ai déjà, suite à la War Comedy Night qu'on a fait au Grand Rex, il y a des gens qui m'ont écrit comme ça en me disant moi, j'ai toujours voulu écrire un sketch et tout. Et donc, il y a des gens avec qui j'ai parlé, que j'ai aidé parfois à coécrire un peu, à relire leurs textes ou à leur faire des intros sur des comedy clubs dans lesquels commencer. Donc, ça, faut pas hésiter si vous avez envie. Et venez, on sera jamais trop, c'est cool. Venez, c'est bien de rire, c'est agréable, c'est chouette, promis. Tiens, c'est marrant de rire. Et j'élargis les choses si on a un DRH qui voudrait tester un format humoristique dans son entreprise, par exemple, pour faire passer un message sur telle ou telle situation, etc. Par quoi il ou elle, cette DRH, devrait commencer ? Si c'est comment faire en fait c'est le ou la DRH qui essaie de faire un sketch, c'est peut-être complexe parce qu'il y a quand même une posture et un rôle qui fait que ça peut être mal interprété assez facilement. Je recommanderais pas forcément que il ou elle le fasse directement. Après, si c'est par le biais d'un événement, par exemple, un peu incroyable talent des salariés, tu vois, un truc comme ça, pourquoi pas ? S'il y a des salariés en interne qui maîtrisent, c'est bien parce que c'est pas le ou la RH qui parle directement. Puis sinon, ça peut être faire intervenir. Alors forcément, là, je fais ma pub, mais moi, je fais des interventions aussi dans des boîtes comme ça pour venir faire des blagues sur des sujets, sur des sketchs que je coécris avec les clients. Tu vas personnaliser en fonction de leur vocabulaire, de leur contexte, leur organe. Exactement, leurs besoins. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on peut. Là, j'ai un format qui marche de mieux en mieux où je viens faire des blagues pendant 15-20 minutes et après, on anime une discussion avec les salariés, les gens qui sont là, pour discuter de pourquoi ça nous a fait rire. Et donc, en fait, on transforme ça vraiment, finalement, en atelier un peu de réflexion, de co-construction autour de sujets qui sont vrais dans l'entreprise, qui font rire parce que c'est ridicule, et on se pose ces questions de « Ah tiens, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on porte ce masque ?» C'est pas juste, en fait, donc tu utilises, c'est pas juste un bon moment, c'est un bon moment, mais c'est pas juste un bon moment. Tu laisses une trace qui est plus durable pour essayer de faire changer les mentalités sur tel ou tel sujet, en fait. On en revient à ce que je te disais quand tu me questionnais sur mes valeurs, mais créer de la valeur. Ok. Je voulais revenir sur un autre sujet assez proche, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, et toi qui es formateur, en plus, qui est la gamification. Alors, la gamification, c'est pas forcément humour. Ouais. T'es d'accord avec moi ? Le jeu au sens large. Faut pas mélanger les deux, je pense. Pourquoi, selon toi, quelque part, les formations tradies, ça marche plus ? Parce que c'est boring, parce que c'est ennuyant, tu vois, boring. Et mais il y en a encore des stocks. Hein. Il y en a encore, mais il y a encore plein de gens qui sont saoulés en formation et qui passent leur temps à traiter leur mail ou à écrire à leurs collègues sur Teams ou Slack. T'as vu comment c'est nul la formation et rigoler. En fait, je pense que ça vient de notre consommation de contenu au quotidien. Aujourd'hui, on consomme du contenu sur les réseaux sociaux, ça va vite, il y a de l'interaction, c'est de plus en plus court, c'est de plus en plus dynamique. Du coup, on s'habitue à des formats courts et du coup, une formation un peu à l'ancienne où on nous pose dans une salle et il y a quelqu'un qui nous parle en descendant pendant 3 heures, notre cerveau, il est plus capable. Même déjà, les réunions parfois de 30 minutes en visio, quand il y a quelqu'un qui monopolise la parole, on décroche et on finit par traiter nos mails ou répondre à nos Slack ou nos messages Teams. Donc voilà, il faut se réinventer. Et la gamification, c'est un des moyens pour interagir. Et au-delà de ça, moi, j'aime beaucoup parce que le jeu, ça suscite de l'émotion. Et l'émotion, c'était prouvé par la recherche, ça crée de l'ancrage mémoriel. C'est-à-dire notre cerveau a plus de facilité à se souvenir de choses, informations, moments, etc., qui sont corrélés à des émotions fortes.
D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est même pour ça qu'on a un peu ce cliché de tu veux faire un date avec quelqu'un, un rendez-vous, tu vas l'amener au cinéma voir un film d'horreur. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, film d'horreur égale émotion forte, égale tu ancres en fait ce moment. Et donc ça marche pour tout. Moi, un exemple que j'aime bien prendre aux gens souvent, c'est je dis, je pose dans une salle. Voilà, vous imaginez, il y a tout le monde qui vous écoute. Je veux dire, qui est passionné de foot ici? Bon, t'as, je sais pas, un tiers des gens qui vont lever la main. Et après, je dis, qui se souvient de la victoire de la Coupe de la France à la Coupe du Monde, la dernière victoire? Tout le monde lève la main. Je dis, pourquoi vous en souvenez? Parce qu'il y a une émotion de fou. Même si t'aimes pas le foot, en fait, t'as vécu le truc, quoi. T'avais la France entière dans la rue. Incroyable. Genre, t'avais des gens autour de toi qui hurlaient. C'est Léon Marchand aux Jeux Olympiques. C'est ça, j'ai Léon Marchand aux Jeux Olympiques. En fait, c'est une euphorie collective. Sans être passionné de natation. Exactement. T'as une euphorie collective qui fait que. Et tu te souviens encore du moment. Enfin, je sais pas toi, moi, je me souviens encore du jour de la victoire. Et du coup, ça, c'est le pouvoir de l'émotion. Et mettre du jeu, ça met de l'émotion. Et ça aide les gens à en créer. T'étais né en 98, toi? En 98, j'étais né. Ah ouais. Et mais là, je faisais référence à la dernière victoire. Parce que 98, j'étais né, mais je m'en souviens pas. Je vais pas te mentir. Je pense que j'étais couché, à mon avis, au moment. Ok. Et du coup, toi, quelle place tu vas donner à la gamification dans l'apprentissage, soit auprès des étudiants que tu accompagnes dans les écoles, ou d'ailleurs les personnes en reconversion? Il y a peut-être les deux. Ouais, il y a les deux. Et dans les entreprises au sens large. Il y a même les trois. Tu utilises des outils, tu vois, moi je vois souvent Kahoot. T'en penses quoi, tous ces outils? Est-ce que c'est des vrais outils de gamification? Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Comment tu perçois ce type d'outil? Kahoot, moi j'adore, je l'utilise, je suis client. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un quiz un peu gamifié. Je trouve que leur interface, elle est trop bien, ça marche trop bien. C'est de la compétition, on gagne des points en fonction des bonnes réponses et de la rapidité à laquelle on répond. On voit le classement, je trouve que c'est super bien fait. Donc j'utilise Kahoot, j'adore. Et au-delà de ça, c'est beaucoup dans ta méthodologie et ta construction. Je vais te prendre un exemple parce que là, c'est un des cours que j'anime en ce moment. Un cours avec des licences 3 qui sont des internationaux, donc des étudiants en Erasmus, etc., étrangers qui viennent en France. Et en fait, dès le début du cours, au premier cours, je leur fais faire des équipes. Ils doivent s'inspirer d'entreprises qui existent vraiment, de grandes entreprises, parce qu'il faut qu'ils puissent trouver de la documentation dessus. Et après, ils doivent réinventer l'entreprise à leur sauce. Donc en gros, ils repartent du nom de l'entreprise et ils le déforment un peu pour créer leur vision de l'entreprise. Donc je sais pas, cette année, par exemple, il y a Lavazza, ils sont devenus Lavazza. Tu vois, et donc ils vont recréer un logo et ils vont recréer un peu une DA, ils vont se réapproprier un peu l'entreprise. Donc on reste dans l'idée de Lavazza, mais un peu revisité par eux, où ils ont le droit d'être autonomes sur la marque employeur, un peu la vision en gros de la boîte. Et tout au long du cours de RH, on va faire plein de verticales. On va faire la culture d'entreprise, on va faire le recrutement, on va faire l'évaluation de la performance. Et ils vont devoir définir leur culture, leurs valeurs. Comment leurs valeurs s'incarnent dans des principes. Ils vont devoir faire une fiche de poste pour leur boîte et du coup décrire leur section à propos de la boîte avec leur sauce de comment ils réinventent la boîte, de quelle culture ils ont, de comment ils le mettent en avant. Ils vont devoir mettre leur système d'évaluation de la perf en place, leur onboarding en place. Et donc à chaque fois, c'est des devoirs qu'ils font en groupe. Et il y a un leaderboard, donc un classement en direct. Et en fait, tu gagnes des points tout le temps. En fait, tu réponds bien à des questions, tu fais une bonne intervention, tu proposes quelque chose de bien. Et tu as régulièrement des moments où il y a ces devoirs qui doivent présenter, pitcher aux autres équipes. Et ils gagnent pareil des points. Et à la fin, les gagnants gagnent des coupes, apportent vraiment des coupes. Donc il y a vraiment une remise de prix, etc. Et donc tout au long, c'est un cours qui dure 27 heures, donc c'est assez long. Ah oui. Et à la fin, tu as vraiment donc, au fur et à mesure des cours, tu as le classement qui évolue, tu as des moments de regagner des points pour repêcher, pour remettre de l'enjeu pour ceux qui sont derrière, etc. Tu as des quiz en début de session, tu as des trucs comme ça. Et donc en fait, ça fait que les étudiants, ils sont à fond dedans. Ok, très très clair. Et tu les emportes vraiment très différemment d'une animation très standard, en fait. Ouais, exactement. Et ils en retiennent 100 fois plus, quoi, j'imagine, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas un risque des fois que le jeu, tu vois, fasse perdre un peu le sérieux du message? Alors, moi, je leur explique. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre la limite, entre le gamification, le jeu, le Kahoot ou autre chose d'ailleurs, et puis le fond, quoi. Ouais, dans les évaluations, moi je leur partage toujours mes grilles d'évaluation de chaque exercice. L'idée c'est d'être transparent. J'ai toujours été pour la transparence dans les process RH, donc aussi dans l'enseignement. Et donc ils voient très bien comment ils vont être notés. Et dans les notes, il y a du fond et il y a de la forme. Je mets toujours des points sur la forme parce que pour moi c'est un message important, c'est de leur dire la forme sera, tu vois, je forme des RH au marketing et à la com. Ouais. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils peuvent faire le meilleur process au monde. S'il n'y a pas la bonne forme, ça marche pas. Donc il y aura toujours des points sur la forme quand même. Ouais. D'avoir créé un truc engageant, d'avoir créé des interactions publiques, d'avoir eu un format intéressant. Je sais pas, genre l'année dernière, j'avais un groupe, ils avaient pris Warner Music. Sur les valeurs, par exemple, ils ont fait un blind test. Ils sont allés chercher des musiques connues qui reprenaient des concepts
qui étaient du coup les valeurs de leur entreprise. D'accord, ok. Et c'était les autres étudiants qui devaient trouver à chaque fois la musique, titre, groupe et la valeur associée. Super, là, tu as le max de points en forme. Puis après, tu as le fond. De genre, est-ce que quand même par rapport à la théorie et ce qu'on a vu sur des valeurs, comment tu les construis, comment tu les incarnes en principe et tout, est-ce que tes valeurs, tu les as vraiment traduites en comportement dans la boîte? Est-ce que ça fait sens par rapport à ton industrie, ton secteur, ou est-ce qu'on est dans un truc trop décorrélé? Et donc, c'est ça qui permet d'être garde-fou un peu et de revenir à un truc. Tu vois, tu as ton offre d'emploi, il y a une partie sur ta capacité à repersonnaliser l'offre d'emploi, mais il y a aussi une partie sur par rapport au métier qui t'avait été demandé, est-ce que ça ressemble à une vraie offre d'emploi de ce métier-là? Est-ce que c'est cohérent ce que tu as mis? Est-ce que ceci, cela, quoi. Donc, Ok. voilà. Ok. Si une entreprise ou un RH veut se lancer un peu dans la gamification, ce serait quoi les 3 erreurs à éviter aujourd'hui? Erreur à éviter, première erreur à éviter, c'est ce que tu viens de dire, c'est que la forme l'emporte sur le fond. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, on soit plus que dans un jeu et qu'en fait, on soit un peu décorrélé de l'objectif. Je pense que quand on construit un support, que ce soit de formation, d'enseignement ou autre, on doit toujours commencer par les objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que je veux que les gens aient atteint à la fin de ma formation? Qu'est-ce qu'ils aient retenu, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des objectifs pédagogiques qu'on va dériver tout le contenu qu'on met après. Et je pense un des pièges, c'est de commencer par le quoi, par le format. Dire, j'ai envie de faire un quiz, donc je vais faire un quiz. Et après, du coup, je vais dire, j'ai fait ce quiz-là, donc les trucs à retenir, ça va être ça, quoi. C'est pas le bon ordre. C'est d'abord quel est le message que je veux faire passer. Et ensuite, comment je conçois un format dynamique, engageant, qui permet de faire passer ces formats. Tu sais, c'est Simon Sinek qui a écrit un bouquin, alors plus pour l'entrepreneuriat à la base, mais que j'adore, qui s'appelle Start with Why, commencer par le pourquoi, et dans lequel il a sa théorie du Golden Circle, le cercle doré, où il dit justement, le pourquoi, il est au centre, c'est le début. Et en fait, tu pars du pourquoi, tu dérives le comment, et à la fin, le quoi. Et il explique qu'il y a trop de boîtes qui commencent par le quoi, puis le comment, et puis parfois qui ne s'intéressent même pas au pourquoi. Si tu veux faire un bon produit, tu vas demander aux clients ce dont ils ont besoin en fait. Et c'est quoi leur point de douleur. Et c'est là que tu vas créer un produit qui répond à un vrai besoin et que tu vas vendre et que tu vas avoir une entreprise qui va fonctionner. En pédagogie, c'est pareil. Genre, pourquoi tu veux construire ce truc-là et où est-ce que tu vas arriver? Et de là, tu vas dériver ton comment et ton quoi. Ok, très clair. C'est hyper intéressant. Tu parlais, je t'ai vu dans des posts LinkedIn là, récents, où tu parlais aussi des séries TV comme des sources d'inspiration RH. D'où ça devient cette idée-là et du coup, c'est quoi les séries TV que tu recommandes? Je vais au bout du truc, moi. Trop bien. Moi, je suis trop content en vrai que tu me poses cette question parce que c'est un format que je tente de temps en temps et qui marche pas si bien que ça. Okay. Mais non, mais c'est pas grave, mais j'essaie d'amener parce que moi, je parle beaucoup de divertissement et j'y crois vraiment. Et du coup, j'essaie d'amener parfois dans des posts. Donc parfois, je fais des liens. À une époque, j'avais fait des liens avec des musiques de rap parce que j'aime bien le rap. Et je dis que nous apprend cette chanson et tel artiste sur tel concept et comment c'est réapplicable à l'entreprise. Tu as des trucs comme ça. Et là, j'en ai fait un sur les séries télé. Et en vrai, ça a bien marché dans les commentaires, mais finalement, il n'y a pas eu tant d'impression que ça et tout. Mais je continuerai parce que j'y crois et que je pense que c'est juste nouveau et les gens sont moins habitués. Faut peut-être que tu zoomes sur des séries TV du coup. Ouais, ou que je fasse un zoom sur une série et rentrer dans le détail de qu'est-ce que nous apprend cette série. T'as raison. Ça peut être intéressant. Ça, et là, sur le dernier post, on a parlé de Severance, qui est une série récente qui est trop bien. Je connais pas du tout. Severance, le principe, c'est que t'as une boîte, Lumoon, qui a inventé un procédé qui fait que quand tu vas travailler, on dissocie ton cerveau de quand tu travailles et ton cerveau perso. Donc en fait, toi, t'as vraiment l'impression, tu viens au boulot, tu badges, tu passes la porte et t'as tout oublié. Tu sais plus quitter, tu sais juste que t'as un travail, tu vas faire ton travail, tu rebadges et tu sors. Donc toi, dans ton cerveau mais là ça existe dans la vraie Florent, vie, ça. Moi, j'en connais des dirigeants qui disent tes problèmes, tu les laisses à la porte de l'entreprise. Alors oui, mais sauf que tu n'en es pas vraiment capable. Ouais. Et là, t'imagines que vraiment, Florence, ça veut dire que tu arrives au boulot et ton souvenir d'après, c'est que tu sors du boulot et tu sais pas ce qui s'est passé en fait. Et donc ça c'est intéressant, mais on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette boîte? C'est très dérangeant quand même comme environnement, parce que nous on voit quand même ce qui se passe un peu à l'intérieur et on voit les cerveaux du coup séparés des gens, parce qu'à l'intérieur du coup ils se disent mais qui suis-je dans la vraie vie, tu vois? Parce que là je suis juste un travailleur en fait. Et donc c'est assez intéressant. Donc ça c'était une des séries. Il y a The Office bien sûr, incontournable. Et typiquement une série que j'avais pas mis dans mon top mais qui est beaucoup revenue là dans les commentaires, donc je la mentionne pour toutes celles et ceux qui l'ont mis dans les commentaires. Ted Lasso, apparemment qui est trop bien, que j'ai pas vu. J'adore. Mais que je veux voir maintenant. Moi j'ai qu'une envie, c'est de la voir. Je vais pas te spoiler, mais c'est excellent comme série. Bah ça a l'air. Donc, ouais, plus c'est assez court, c'est 3 saisons. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas très. C'est quand même des épisodes. Première saison, c'est des épisodes d'une demi-heure. Après, ils font des épisodes de saison 2 et 3, c'est 45 minutes, voire 1 heure. Ah oui, ouais. Bah, petit à petit. Ouais, ils ont augmenté un peu le temps des épisodes, mais il y a du fond, il y a de l'humour, il y a des émotions. Ça se regarde facilement. Enfin, tu vois, c'est pas vulgaire, tu vois, donc c'est plutôt assez chouette à regarder. Donc, ouais, ok. Mais voilà, mais il y en a plein. Moi, j'avais adoré Succession aussi, que j'ai vu cette année. Ouais.
incroyable. Vraiment, je peux que la recommander. Il y a Suits qui est pas mal revenu dans les commentaires qui est sur les avocats aux États-Unis, etc. Qui est assez intéressant. Bref, il y a beaucoup de séries qui nous apprennent beaucoup de choses, je trouve, sur le monde du travail. Quand la série sur la Silicon Valley aussi. Il y a Silicon Valley. C'est Silicon Valley, c'est ça. Ouais. Je l'avais mis dans mon top, qui est très très drôle sur le monde des startups et tout. Là, vraiment de la comédie quand même, très très drôle. Donc, mais c'est vrai que tu as certaines que tu dis que je connais, d'autres que je connais pas. Honnêtement, que j'ai pas regardé. Mais sur certaines séries, effectivement, ça peut devenir un outil un peu d'apprentissage collectif quelque part. Je sais pas comment tu le perçois. Ah, mais je suis d'accord. Moi, c'est des. Du coup, tu prends des extraits de séries pour animer tes formations, ou est-ce que comment tu veux faire le parallèle entre ces séries, ce qu'elles inspirent, et toi, ce que tu proposes, tu vois, dans tes activités? Je prends pas nécessairement des extraits, mais c'est une excellente idée, donc je te l'applique, je la mets dans un coin de ma tête, parce que je risque de faire ça. Tu peux. Et ça m'arrive de parler de séries, effectivement, d'illustrer, si les gens ont les références. Ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut quand même que les gens aient les références, parce que sinon tu perds beaucoup de temps à recontextualiser pour expliquer ton propos. Mais en fait, c'est que souvent, les séries, elles vont amplifier, mais elles vont quand même parler d'événements qui arrivent vraiment dans le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui fait que ça marche, c'est que les gens s'y retrouvent. Tu aurais envie de créer ta série sur la fonction RH? J'adorerais. Bah ouais, tu sais du truc. Tu sais qu'il y a des vrais stats qui montrent que le bureau des légendes a augmenté le nombre de candidatures à la DGSE. Donc c'est un outil de marque employeur, quoi. Exactement. Et moi, mais vraiment, je suis convaincu que... Et ça marche pour plein de trucs. Tu sais, les reportages là sur Netflix, sur la F1 et tout, ils vont augmenter... comme les émissions culinaires, les Top Chef & Co, quoi. C'était King's Gambit, là, la série sur les échecs, ça a augmenté les ventes de jeux d'échecs, les inscriptions sur chess.com, etc. Et moi, je pense vraiment que si on faisait une série quali sur les RH... on aurait un vrai impact sur la fonction RH, sur le métier, sur l'image. Donc si des gens, des réals, des producteurs nous écoutent, ont beaucoup d'argent et savent pas quoi faire, avec plaisir pour être conseiller, consultant, j'en sais rien, co-construire ça avec vous. Non, je vais être acteur, moi, je pense. Et je penserai à toi. Je plaisante. Mais non, mais il y a des trucs à faire. Et je pense que tu pourrais marier une série RH avec de l'humour. Et en même temps, faire découvrir la fonction qui est... Là, on est entre nous, autour du micro et de nos écouteurs. Mais il y a plein de gens qui caricaturent la fonction RH. Enfin, on suffit de voir le RH bashing qui est sur LinkedIn, en fait. Bien sûr. Alors, ça peut être en partie notre faute, parce que des fois, je pense que, comme dans toute profession, il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a des responsables. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la fonction. Parce que tu disais, tu reviens au début, où tu fais RH pour licencier des gens, quoi. Ouais. Alors. Fais pas ça, t'es gentil, toi. Horrible. Ok. Le temps tourne, Clément. J'ai encore plein de questions, mais je pense qu'on va en laisser tomber, malheureusement. J'en ai une que j'ai envie de te poser quand même. Si toi, tu avais une baguette magique aujourd'hui pour supprimer un réflexe RH qui existe toujours et qui est pour toi hors du temps, ce serait lequel? Je pense que là, ce qui me vient en tête, c'est la culture du secret. En fait, du fait qu'on ait un métier qui a quand même beaucoup de données sensibles, on a tendance à étendre ça à tout ce qui concerne notre métier. Donc, bien sûr, le secret sur des données personnelles ou des situations de santé d'un collaborateur, d'une collaboratrice, ça doit toujours rester secret. C'est normal et je dis pas le contraire. Mais sur beaucoup d'autres sujets, notre process de recrutement, notre charte de télétravail, notre système d'évaluation de la performance, voire même les salaires sur les offres d'emploi, à commencer par sur les offres d'emploi et même en interne, les grilles salariales, les partager ou autre. Moi, je pense que c'est bien. Moi, j'ai toujours été avocat de la transparence. Chez Partout, j'avais carte blanche, donc j'ai pu mettre beaucoup de transparence dans le process. Et je pense que ça m'a évité plein d'ennuis sur des sujets d'augmentation annuelle, d'évaluation de la performance, d'expliquer comment ça marche, pourquoi les gens ont tel grading, notation, etc. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette culture du secret. Et elle marche à la fois en interne vis-à-vis des collaborateurs et en externe. Partager, être dans une logique open source. En fait, si je montre à mon voisin ce que je fais, il va me montrer ce qu'il fait et on aura tous les deux une version améliorée. Ayez des sites carrière les plus exhaustifs possibles. Ça aussi, bien sûr. Faites-vous plaisir avec les sites carrière. Parlez. Mais j'aime bien tes exemples que tu prends parce que je le vis chez des clients, le sujet du télétravail. Quand je vois des annonces, c'est marqué ouvert au télétravail. Mais ça veut dire quoi? Bah voilà. Soyez concret. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais ta charte de télétravail, tu peux même la mettre en ligne. Parle de ta culture, en fait, au sens très large.
Et arrête de penser que ton concurrent va piquer le truc. Ils s'en foutent, le concurrent. Et puis, s'il le pique, il le pique. Et puis voilà, quoi. Et puis des politiques télétravail, il n'y en a pas 10 000. Hein. Voilà. Globalement, Ouais. c'est à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours où télétravail limité, mais il n'y a que 5 possibilités, a priori. Donc oui, c'est pas un risque, c'est pas une info sensible, c'est pas le pricing de tes produits ou tes services. Enfin, c'est pas. Mais et encore, tu peux aller plus loin. Tu vois, Shodo. Je pense que tu connais Shodo. Ouais, c'est une ESN, donc SHODO. J'ai eu la chance d'avoir Laurie Morris, sa dirigeante, sa CEO sur ce podcast. Et Shodo, les salaires sont connus en interne, mais ils sont aussi connus en externe. Ouais. Alors, tu sais pas le salaire de Clément ou de Florent, mais tu sais que le salaire d'un ingénieur ou d'une ingénieure qui a 3 ans d'expérience, c'est tant par an. Alan fait ça aussi. Et ça, là, tu te dis, waouh, ça va loin. Parce qu'en fait, et du coup, ils savent que les clients connaissent les salaires des collaborateurs de Shodo. Ils disent, quand tu achètes, voilà, tu sais, voilà ce qui va dans la poche du collaborateur et dans la poche de Shodo. Bon, après, ils ont plus des systèmes de redistribution. Mais donc, c'est possible. Ouais. Et ça fonctionne. Et Alan fait ça aussi, et il y en a d'autres qui font ça. Donc, ouais, ça fonctionne. Et sans même, j'entends, parce que les salaires. Bon, c'est le sujet le plus difficile. Voilà, c'est un sujet qui pique quand même en France encore. Mais commencez par d'autres sujets. Oui, il y a plein d'autres sujets. Et de nouveau, et du coup, soyez des RH qui soient aussi en dehors des murs et qui sortent, aller faire de la veille. Bon, là, vous nous écoutez sur un podcast, donc déjà, vous êtes déjà curieux et curieuses, félicitations. Mais continuez, allez sur des événements, rencontrez des pairs, échangez autour de vous. Recontactez vos anciens camarades de promo que vous avez perdu de vue. Et prenez des nouvelles, c'est quoi tes enjeux en ce moment dans ta boîte et tout, et vous serez surpris de ce que ça gagne. Moi, j'ai gagné tellement de temps à échanger avec d'autres DRH quand je bossais chez Partout, et à ce qu'on se partage des bonnes pratiques, des templates, des ceci, des cela. Les erreurs surtout qu'on faisait, je pense que c'est une des meilleures questions à poser à un RH. Et qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais le refaire? Des trucs comme ça. Donc ouais, c'est ça que je changerais, la culture du secret et le fait d'être fermé et pas s'ouvrir à autrui. Bon, cool. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose et j'ai zappé, ou un sujet que tu aurais aimé aborder? Non, je sais pas, tout me va. J'ai mentionné Chasseneuil du Poitou. Je vous ai mentionné Poitiers, je sais pas si j'ai dit précisément Chasseneuil du Poitou, donc je le mentionne. C'est mon gimmick, mon running gag de toujours parler de là d'où je viens. Non, en vrai, je pense que c'est tout bon. Hein. Si les gens ont des questions, de toute façon, ils ont mon nom. Et donc, ils n'hésitent pas à m'écrire. Et est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter qui t'est arrivée dans ta vie de RH, que tu n'as encore jamais raconté à un micro? Que j'ai jamais raconté à un micro? Voilà, parce que moi, je suis très bavard, donc je raconte un petit peu tout. Ou que tu as vu, si c'est pas dans l'une de tes expériences pro. Dans les trucs que je récupère là pour préparer un sketch, il y a un truc qui m'a tué de rire quand même. Alors, il faut que je réfléchisse pour anonymiser, etc. Mais en gros, quelqu'un que je connais qui a pris un poste et qui s'est retrouvé à devoir gérer des dossiers en gros que l'équipe RH voulait pas gérer depuis un moment, et il y avait dans leur boîte, ils avaient un formulaire qui te permettait de demander des jours de congé, entre autres pour des fêtes religieuses, parce qu'il y avait la logique de dire si vous avez des fêtes religieuses, vous pouvez demander des jours de congés spéciaux et tout, ça faisait partie de la politique de la boîte. Et un salarié qui a demandé des congés pour sa fête religieuse qui est le Hellfest. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est, le Hellfest, c'est à Nantes, festival de musique de métal, et du coup qui a justifié en disant que sa religion c'était le métal, et que du coup il y avait une célébration annuelle de sa religion, et que du coup il avait besoin d'y aller, et il a demandé 3 jours parce qu'il a dit il y a 2 jours de festival, il me faut un jour de repos. Tu m'étonnes. Et en fait ça pourrait s'arrêter là, mais ce qui est drôle c'est que cette demande il l'a pas fait une fois, il l'a pas fait 2 fois, il a fait 24 fois, et à chaque fois qu'elle était refusée par l'équipe RH, il la refaisait, et là il a quand même amené sa boîte et l'équipe RH au prud'homme. Ah oui, quand même. Et du coup, ils doivent monter un dossier pour expliquer pourquoi ils n'ont pas validé des congés pour aller à un festival de musique. Et le mec a vraiment monté le truc en disant c'est ma religion et il y a cette politique interne de le droit à des congés pour des fêtes religieuses. Et donc, il n'y a pas trop de doute qu'ils vont gagner parce que ça se tient que c'est pas une religion. Mais c'est quand même assez dingue, quoi. Et tu vois qu'il y a des collabs qui peuvent aller jusque-là. J'ai trouvé ça très, très, très drôle, quoi. Ouais, énorme. Même si j'aimerais pas être à sa place d'avoir monté un dossier pour expliquer pourquoi on considère que le métal n'est pas une religion, quoi. Okay. Voilà. Énorme. Aujourd'hui, comment tu fais ta veille pro? Ma veille pro, moi beaucoup LinkedIn, comme je suis beaucoup de gens sur LinkedIn, il y a mais c'est chronophage LinkedIn là. Mais c'est chronophage et il y a peu de valeur. Enfin, entre les pubs et les gens qui te disent voilà, mets livre blanc puis tu reçois un livre blanc. Ouais. Et
Et quand je dis il n'y a pas de valeur, je m'auto-inclus dedans aussi. C'est juste qu'en fait, on est limité en caractère et du coup, c'est difficile d'aller loin dans la valeur. Mais c'est quand même un des canaux que j'utilise beaucoup. Ce serait mentir que dire que je l'utilise pas. Newsletter. Moi, je suis plus écrit que audio. On en a déjà parlé. J'ai dit plus de newsletters que je n'écoute de podcasts parce que je sais pas. En fait, j'ai du mal à écouter un podcast et me concentrer sur le podcast. Je fais toujours autre chose et après, du coup, j'écoute pas le podcast. Mais de temps en temps, quand on m'envoie des épisodes ciblés, je vais les écouter. Donc podcast aussi un petit peu. Et puis après, surtout événementiel. Je vous disais, moi, j'ai fait énormément d'événementiel. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Et surtout l'événementiel, on y croise plein de gens qu'on voit sur LinkedIn. Et donc en fait, moi, je le croise aussi avec LinkedIn. C'est quand sur LinkedIn, il y a des gens où je trouve que leur contenu est intéressant. Dès que je les croise sur un événement, je les attrape et on a une vraie discussion. Une discussion de 30, 45 minutes, 1 heure parfois. Et c'est là qu'on entre dans le détail, ce qui est intéressant, les vrais sujets d'expertise. Et ça, c'est trop, trop bien. Quand tu disais écrit, il y a des livres que tu nous recommandes? Des livres RH ou de management récents qui t'ont un peu marqué? Sur les livres, sur cette année, on a eu pas mal de bouquins RH là, qui sont sortis. Alors forcément, on a parlé d'eux, je parle encore d'eux. On va croire que je suis sponsor par eux, mais Léo et Elise ont sorti leur permis de recruter. Je crois que, je sais plus si c'était fin d'année dernière ou cette année aussi, l'école du recrutement Oui, c'était Nicolas Calita. Nico a fait un bouquin sur... recruteur n'est pas un métier, c'était pas ça? Non, ça c'est une de leurs taglines, mais c'est pas le bouquin. Je sais plus ce que c'était le bouquin, mais ils ont fait un bouquin aussi. Marie-Sophie Zambeau a fait un bouquin sur les biais, dans le recrutement, hyper intéressant. C'est un sujet que vous connaissez pas trop. Vous allez tout apprendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme bouquin cette année? Adeline Pérez, on en a parlé sur le guide du manager toxique. C'est très drôle. En plus, c'est facile à lire. Parce que c'est un peu un des problèmes parfois sur les bouquins pro, c'est qu'il faut s'accrocher. Voilà, c'est facile à lire, c'est du bonheur, on rigole et c'est vraiment top. Voilà un peu des livres qui me viennent en tête. Ok. Est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Ou des RH ou des gens qui tournent autour du monde des RH? Maxime Lebras, tu l'as interviewé? D'Alan? Ouais. Non, mais j'ai interviewé, je sais pas s'il va être il est déjà enregistré, mais je sais pas s'il va être sorti au moment où le tien va sortir. Paul, le DRH d'Alan. Ok. Donc, j'ai déjà Alan. Ok. C'est Maxime, trop fort sur vraiment l'aspect recrutement. Trop fort. Juliette Rimbaud chez Alan aussi, trop forte. Elle, sur la partie Ops, automatisation et tout, je pense que c'est une des boîtes en France qui fait les meilleurs trucs sur la RH. C'est fascinant de parler avec eux. Et puis, tant qu'on est sur Alan, Jean-Charles Samuelian, cofondateur, une des personnes qui n'est pas RH et avec qui j'ai eu les meilleures discussions RH de ma vie. Donc, fascinant. Dans les RH, j'essaie de réfléchir à des gens qui sont peut-être un peu moins identifiés, tu vois, qui sont pas les top voice et tout, et que je trouve trop fort parce que c'est les gens qu'on met pas assez en lumière. Moi, j'ai une amie que je trouve trop trop forte qui s'appelle Marie Krebs. Je pourrais donner ses contacts. Elle a vécu et bossé à Londres pendant des années, et c'est ça que j'adore avec elle, c'est qu'elle ramène plein de super techniques du monde anglo-saxon où je pense qu'ils sont plus avancés que nous sur des méthodologies de people ops et justement de comment réfléchir au métier RH un peu à la manière d'un produit, et du coup comment tu vas voir tes utilisateurs, donc tes clients, donc les salariés, tu comprends leur point de douleur et tu construis un truc qui répond à ça, et je trouve que c'est hyper smart. Donc voilà, ça peut être une personne à mon avis qui est pas assez connue et qui mérite plus de lumière. Sinon je peux interviewer toutes les personnes qui font des one-man shows dans ton spectacle. Bien sûr, il y aura sûrement plein de trucs à dire en vrai, c'est top. Si t'as pas déjà interviewé Mika et Rassam, mais non, ils font du rap RH pour ceux qui connaissent pas, et c'est quand même fou. Je n'ai eu ni l'un ni l'autre sur mon podcast. Et là c'est du vrai HRtainment, et parce qu'on a parlé d'humour, on a parlé de gamification, mais c'est aussi ça, c'est du rap, c'est le festival RH de Montgolfier, c'est Léo qui remplit un palais des glaces pour le Tam Tam Show, enfin tu vois, c'est aussi ça le HRtainment. Il y a d'autres acteurs là qui sont en train de ramener des trucs du genre. Il y en a effectivement plus d'un. Si on veut te contacter? Si on veut me contacter, alors LinkedIn, Clément Lemainque, Lemainque. Si on veut m'écrire sur Instagram, plutôt venir me voir en spectacle, connaître mes dates, alors sur Paris principalement, mais je joue de temps en temps en région. Là, fin novembre, je vais à La Rochelle par exemple. C'est Clem, CLEM _ donc le tiré du bas, PEX, PEX. Et puis si vous avez une question plus de bosser ensemble, réfléchir à de l'humour ou autre, vous pouvez aller sur mon site web sur lequel il y a un formulaire, ou m'écrire directement à clem@thehrnerd.fr, donc THEHRNERD tout attaché en minuscule.fr. Voilà. Et si vous tapez The HR Nerd, vous tomberez sur mon site web aussi sur lequel il y a un formulaire de contact. C'est plus simple pour vous. C'est parfait. T'as pas la même coiffure, hein. Je suis sur Insta, là, je regarde en même temps. Ouais, parce que là, je fais pousser les cheveux. Il faut que tu retravailles. Il va falloir mettre à jour. Avant, parce que j'ai des cheveux très particuliers. Oui. Ils poussent vers le haut et au bout d'un moment, ils retombent en bas. Ouais. C'est mieux aujourd'hui. C'était particulier. C'était ma DA, fut un temps. Merci Clément.
Merci Florent, c'était trop cool. Merci d'être venu jusqu'en Bretagne, d'avoir profité d'un déplacement chez Hello Work pour faire un petit détour rapide, enregistrer cet épisode. C'est sympa d'avoir provoqué cet échange. Et puis, hâte de te voir sur scène. On avait dû en parler. Je vais essayer de venir à Nantes. Ouais. Je crois que Paris, je peux pas. Mais même si j'aurais préféré que tu fasses ça à Rennes, je viendrai à Nantes quand même. Peut-être qu'un jour il y aura un événement à Rennes, hein, pour les Rennes et Rennaises qui nous suivent. Stay in touch. Ouais, j'aimerais bien on va faire en sorte d'organiser ça. Trop bien. Merci Clément. Merci beaucoup Florent, à très vite. Ciao, à plus. Bye. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!